tous, merci d'être là. Bienvenue à cette conférence Les FinTech comme vecteur d'innovation qui est organisée donc, par Active Asset Allocation dans le cadre de la French FinTech Week. Je suis Adina Grigoriou, je suis la présidente et fondatrice d'Active Asset Allocation et je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui pour explorer ensemble le rôle crucial des FinTech et de la tech en général dans la transformation du paysage financier et assurantiel. La région PACA est un vivier d'innovation. Au travers les différentes tables rondes, nous mettrons en lumière les entreprises innovantes locales ainsi que les synergies qu'elles développent avec les grands groupes. Notre ambition aujourd'hui, vous faire découvrir comment l'innovation contribue à bâtir un écosystème financier plus dynamique, agile et performant. Alors, avant de commencer, je voulais remercier nos partenaires, donc l'UPE 06, la French Tech Côte d'Azur et bien sûr France FinTech, pour leur précieuse collaboration. Un grand merci à Pierre Hippolito, le président de l'UPE 06, pour sa présence, alors il n'est pas encore là, mais il va arriver, et son engagement en faveur de l'écosystème entrepreneurial de la région Sud. Et merci également à la métropole Nice-Côte d'Azur pour son soutien à l'innovation et à la création d'entreprises. Enfin, permettez-moi d'exprimer ma sincère gratitude à Alain Clos, qui est le président et cofondateur de France FinTech, sans qui cette conférence n'aurait pas lieu. Et donc, sans plus de fioritures, je vais passer la main à Alain. Et donc, bonne conférence à tous. À tout à l'heure. Merci Adina, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Effectivement, ça s'inscrit dans la French FinTech Week, qui est 10 jours d'événements en région et à Paris. Il n'y a pas que Paris dans la vie. Et donc, on réunit pratiquement 5000 personnes avec demain un peu l'événement un peu plus lourd de la semaine, qui est FinTech Révolution. Pour ceux d'entre vous qui sont à Paris, je vous invite vivement à y aller. Il y aura 1500 à 2000 personnes, 185 intervenants. Et donc, cet événement s'inscrit dans le cadre de cette semaine. Et c'est très important, évidemment, d'animer tous les territoires sur ce sujet. Alors, Adina m'a posé 74 questions à traiter et m'a laissé 11 minutes pour les traiter, c'est bien ça. Donc je vais essayer de faire un peu une synthèse. Elle m'a demandé d'abord de parler de la FinTech française. Quelle est-elle et comment se porte-t-elle? Alors la FinTech française, c'est à peu près 1000 entreprises, c'est 50 000 emplois. C'est le premier écosystème de la tech française avec 14 licornes. C'est le premier écosystème de l'Union européenne. On n'est pas mécontent d'être passé devant nos camarades allemands qu'on aime et qu'on respecte, mais bon, quand même, on est plus gros qu'eux, on est toujours derrière les Anglais, mais on a un taux de croissance plus rapide. Et donc, c'est un écosystème important qui crée beaucoup d'emplois et qui cherche à contribuer à l'économie réelle, au financement de l'économie, mais aussi au développement durable, pour citer quelques éléments. Alors, on a connu, comme toute la tech mondiale, un gros trou d'air en 2022-2023, avec une très forte baisse des financements en capital risque. On a perdu pratiquement 65% des encours. Il est vrai que nous étions à un pic l'année d'avant, avec plus de 3 milliards d'euros levés. Et dans l'ensemble du monde, la remontée des taux, les incertitudes, les différents sujets que peut-être nos amis investisseurs pourront traiter tout à l'heure, la tech a reçu beaucoup moins d'argent et les valos ont baissé. Alors, est-ce que c'est un drame? Non, pas forcément, parce que ça a obligé tout le monde à repenser les modèles, à réfléchir, à se recentrer sur ses métiers cœur, à privilégier la rentabilité de certains investissements à profitabilité extrêmement différée. Ça a poussé à la consolidation. Et depuis le début de l'année, par exemple, il y a eu 35 opérations de rapprochement, dont une bonne part sont intrasectorielles. C'est-à-dire que l'acheteur et le vendeur sont une fintech. Donc on voit apparaître des champions filière par filière. Depuis 6 mois environ, les choses sont nettement plus favorables de ce point de vue, du strict point de vue du financement, puisque aujourd'hui, on est à 1,1 milliard à peu près, c'est-à-dire plus que toute l'année dernière, et que le tuyau actuel d'opération que je vois passer est assez conséquent. Et donc, on est plutôt confiant, les choses semblent repartir, d'autant plus que les fintechs, sous la pression de la crise de financement, ont appris à se financer autrement. Elles recourent beaucoup plus à la dette, et c'est une bonne chose. Ce n'est pas dilutif, comme on dit dans le jargon du métier. Elles ont beaucoup plus recouru à l'autofinancement parce que la rentabilité s'est beaucoup développée, le chiffre d'affaires aussi dans l'écosystème de la FinTech.
Et donc, elles sont en capacité, pour une bonne part, d'assurer leurs propres besoins de financement. De sorte que le recrutement est parti très fort. L'internationalisation a également repris. J'ai eu le plaisir de voir pas mal de mes membres racheter leurs concurrents étrangers. Vous avez peut-être vu un niçois, d'ailleurs, plus simple, qui est une histoire absolument extraordinaire de la SurTech. Et en gros, plus simple, achète un concurrent européen tous les 3 mois, quelque chose comme ça. En Italie, en Espagne, en Allemagne, un peu partout. Et puis vous avez vu Quanto qui a racheté son concurrent allemand, et il y a toutes sortes d'opérations qui sont en cours à l'heure actuelle. Donc l'écosystème avance plutôt bien. Alors c'est pas pour autant qu'on est tiré d'affaire. Le marché est toujours très nerveux, les investisseurs sont toujours très nerveux. Alors je ne vais pas faire la foire à l'anxiété, mais je n'ai pas besoin de vous rappeler que le contexte géopolitique est légèrement compliqué, que même si les taux baissent, l'économie est quand même un peu difficile et que les taux de défaillance ont beaucoup monté ces derniers temps. Personne n'en parle bizarrement sur le plan politique, mais les défaillances des entreprises ont commencé à monter un petit peu. Je ne vous cache pas que la loi de finances également nous préoccupe un peu, puisqu'il y a des discussions de remise en cause de toutes sortes de dispositifs d'aide à l'innovation qui avaient provoqué des résultats formidables en France, qui ont provoqué des résultats formidables, avec un très bon rendement global pour l'économie, le CIR, le C2I et autres jeunes entreprises innovantes. Et évidemment, il faut faire très attention de ne pas compromettre ça. Pourquoi ? Parce qu'au fond, nos entreprises ont fortement accéléré depuis 10 ans. On a créé des champions. On est en capacité de croître, mais par rapport aux big tech américains et chinois, on est tout petit. Et les big tech s'intéressent follement à la finance. La finance, c'est de la donnée. La donnée, ce sont les big tech. Ils ne peuvent pas s'en désintéresser. Depuis 5 ans, ils n'ont pas connu tant de succès que ça, parce que la finance, banque et assurance, c'est pas si facile qu'ils le pensaient. Mais il y a un évident risque qu'on soit sous contrôle. À un moment donné, on travaille beaucoup là-dessus avec l'Europe, auquel on parle beaucoup, le gouvernement, les parlementaires qu'on a encore vus il y a quelques jours. Mais on a bon espoir parce que la France a des atouts dont on ne parle jamais assez. On a une grande propension à se lamenter sur nous-mêmes. Mais on est très bon sur le plan académique. Il y a plus de représentants académiques aujourd'hui, notamment de l'IA que je salue. Nos formations sont reconnues dans le monde entier. Demain, normalement, j'aurai le plaisir d'interviewer une des stars de ChatGPT en visioconférence à San Francisco. Comme beaucoup de spécialistes de l'IA des Big Tech, ce sont des Français, chez Meta, chez Google, chez ChatGPT, chez Samsung, il y en a un peu partout qui travaillent au meilleur niveau. On a une infrastructure qui fonctionne bien. On est adossé au premier marché du monde, 500 millions de consommateurs qu'on peut traiter par ce qu'on appelle le passeport réglementaire européen. Quand on est agréé dans un pays, on a accès aux autres pays de l'Union sans demander un nouvel agrément. Donc c'est un immense marché qu'il nous faut évidemment couvrir le plus efficacement et le plus rapidement possible. Bon, voilà, ça c'est pour l'écosystème FinTech. Je ne m'appesantis pas trop pour respecter l'horaire. Tu m'avais aussi, je crois, posé une question sur les partenariats. Partenariat, c'est au cœur du modèle de la FinTech. La plupart des FinTech sont des FinTech qui se concentrent sur leur valeur ajoutée et coopèrent avec d'autres entreprises sur différents secteurs. Et en particulier des grands groupes financiers, banques, assurances et asset management. Dans certains sujets comme l'assurance, c'est même la majorité des cas. C'est-à-dire que les AssureTech parlent plus à leurs clients avec la coopération d'un grand établissement assurantiel que directement. C'est moins vrai dans les services bancaires. Mais en tout état de cause, le niveau de coopération est très élevé. Il y a plus de 2000 partenariats entre les fintech françaises et les grands groupes dits traditionnels, qui le sont d'ailleurs de moins en moins. Et comment on peut les qualifier ? On peut les qualifier... Alors déjà, il y a 2 catégories de partenariats, 2 productions. Je fabrique une brique de production ensemble, une analyse du risque, le traitement d'un produit, la gestion du risque de contrepartie, par exemple. Et puis des partenariats de distribution, c'est-à-dire ensemble, on s'allie pour parler avec le client. Ce qui me frappe depuis quelques années, c'est que les fintechs rentrent de plus en plus dans les métiers cœur des grands établissements, c'est-à-dire dans le cœur nucléaire de leur activité, la connaissance client, la fabrication de l'analyse du risque, par exemple, ou l'agrégation de comptes. Voilà, ça, c'est des sujets cœur pour les banques et les assureurs. Et ça montre quoi ? Ça montre l'esprit de coopération qui anime l'écosystème. Ça montre aussi la confiance extrême qu'ont ces grands établissements, puisque quand on
remet les clés du savoir-faire sur un sujet aussi sensible, ça veut dire qu'on est extrêmement crédible. Alors, si vous tapez sur autre compte sur votre application bancaire, ça fait pratiquement 10 ans que c'est une fintech qui fait le travail, même si ça ne se voit pas. Voilà, ça c'est pour citer un exemple. Et le champ était extrêmement important. Et donc, on va poursuivre dans ce sens. Tu m'avais demandé aussi de dire un mot sur Nice et la région. Nous, on se donne beaucoup de mal chez France FinTech pour faire en sorte que la France ne se résume pas comme dans beaucoup de sujets à l'Île-de-France, même si l'Île-de-France pèse beaucoup, mais il y a beaucoup de savoir-faire en région et beaucoup de champions qui sont nés et se développent en région. Alors Nice, c'est 30 entreprises FinTech qui sont nées ici et 70 qui ont une implantation. C'est environ 6% de la galette totale en assez bonne croissance. Comment ça fonctionne dans les régions que je vois fonctionner le mieux? C'est une alchimie de coopération, là encore, coopération, entre les FinTech, les établissements classiques, la recherche académique et l'enseignement, et les collectivités territoriales, les élus et les politiques. Dans les places dans lesquelles je vois où ça fonctionne le mieux, le plus efficacement, c'est cet écosystème qui consiste à tisser des liens pour fabriquer ensemble des champions. Donc, il faut que la région prenne plus sa place. Il y a vraiment un potentiel académique très fort ici. Et la proximité de bassins de savoir-faire comme Sophie Antipolis, il y a tout un tas de choses sur lesquelles on peut capitaliser. Et on sera toujours à vos côtés pour faire de cette région un des grands de la finance innovante. Et puis, puisqu'il doit me rester 30 secondes, je vais quand même dire un mot de notre hôtesse. Parce qu'Active Asset Allocation, au fond, c'est un peu la quintessence de ce qu'on est en train d'essayer de fabriquer. Comment je le caractérise, indépendamment du beau sourire de sa fondatrice, Dina, au fond, c'est une promesse simple et robuste qui a évolué dans le temps. Dans le jargon, on appelle ça pivoter, mais en fait, c'est du réglage itératif, tout doucement, pour arriver à une offre qui tient la route. C'est l'approche partenariale chevillée au cœur du modèle. AAA aide des grands à faire mieux leur métier, et vous le faites ensemble, et ça, c'est extrêmement important. Il y a la technologie au cœur qui est très finement utilisée, en particulier l'algorithme et l'intelligence artificielle. C'est adossé à un métier très porteur. L'AM, c'est 20% à peu près de la fintech globale. C'est un des 4 secteurs qui croît le plus fort à l'heure actuelle. Le potentiel est immense. On en parlait avec Michel de la Carac tout à l'heure sur le potentiel immense de ce marché en France, dans lequel beaucoup de besoins et de demandes sont mal servis. Et puis le dernier point, moi, mon vrai métier, c'est pas d'être le président bénévole de France FinTech, c'est d'être business angel. J'investis depuis 15 ans mon temps et mon argent dans des startups. Il y en a peut-être certaines que vous avez connues, que vous connaissez, Nickel, Lydia, etc. Au fond, on dit toujours que c'est 25% de concept et 85% d'équipe. Alors vous me direz, ça ne fait pas 100%. C'est justement ça qu'on essaie de dire, c'est qu'au fond, on s'est trompé quand on a sélectionné le concept. C'est pas si important que ça. C'est un non-starter, on élimine ce qui ne fonctionne pas, mais le reste, c'est l'équipe. Et donc, Active Asset Allocation, c'est une équipe dont j'ai rencontré plusieurs des membres à midi. Et puis, c'est une fondatrice, ça ne vous aura pas échappé, au fort engagement, à la forte personnalité et au grand talent. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et bon événement.